Haïti étant été la première république noire dans le monde, nous avons conquis notre liberté en 1804. Haïti est devenu indépendant en 1804. C'était la première république libre après les États-Unis. Mais comme vous savez, les États-Unis toléraient l'esclavage. Et or, en Haïti, ce sont les esclaves qui se sont révoltés contre les Anglais, les Espagnols et les Français. Et ensuite, ont combattu les armées de Napoléon qui voulaient rétablir l'esclavage dans toutes les Antilles. Donc, ce fait d'armes éminent ne nous a pas valu des amis à une époque où l'esclavage va continuer pendant au moins 60 ans dans toute l'Amérique et dans les Antilles. Voilà. Donc, c'est ça le début de la notoriété d'Haïti. Et c'est un fait qu'on nous fait payer aujourd'hui encore. Oui, malgré les problèmes de ce pays, je pense que Haïti a survécu également grâce à sa capacité artistique, à ses peintres, ses écrivains, sa musique. Nous sommes un lieu où beaucoup de courants se sont retrouvés et ont pu créer très longtemps en avance, puisque étant indépendance au début du 19e siècle, ça nous rend pratiquement témoins et cofondateurs de beaucoup de choses, beaucoup de sources musicales, beaucoup de sources, je dirais même littéraires. Nous avons eu pendant toutes ces périodes des écrivains, des artistes qui ont voyagé à travers le monde, qui ont vécu en France, etc. Donc, on a été membre fondateur de beaucoup d'organisations internationales, y compris les Nations Unies. Donc, cette exposition, ou plutôt cette place culturelle, elle a traversé plus de 2 siècles. J'ai eu la chance que j'avais un père qui faisait beaucoup de photos, en hobby, comme on dit, et qui a également eu des caméras Super 8 à la maison. On a beaucoup voyagé. Mon père est parti en exil très tôt, après ma naissance. Il a été travailler en Afrique, puisqu'il y avait une dictature en Haïti à ce moment-là. Et donc, ma jeunesse a été toujours en liaison avec les images, avec les histoires, avec les voyages. Et donc faire du cinéma, même si je ne m'imaginais pas cela en métier, a toujours fait partie de ma vie, comme on apprend à patiner parce qu'on habite à Grenoble. Voilà, pour moi c'était ça. Jusqu'à ce que, d'ailleurs j'ai fait des études d'ingénieur économiste. Et ce n'est qu'après un doctorat que j'avais commencé que j'ai décidé de faire du cinéma professionnellement. Donc j'ai repassé le concours d'entrée à l'Académie du cinéma à Berlin. Donc j'ai à nouveau fait 4 ans d'études de cinéma. Comme beaucoup de matières, ça dépend ce qu'on en fait. Je pense que l'art a une place prépondérante dans les cultures, dans la vie d'un pays, dans la vie d'une culture, dans la vie d'une civilisation. Et notre devoir en tant qu'artiste, c'est pouvoir observer ce lieu de vie, ce lieu de culture et poser aussi un regard critique par rapport à cette nation. Et une vision délestée de tout parti pris, je dirais, par rapport au pouvoir, de pas répliquer ce que le pouvoir vous impose, mais au contraire, de placer un miroir devant tout pouvoir qu'il soit, même dans un État démocratique. Donc, pour moi, être un artiste, c'est un immense privilège que la société vous permet de faire, de suivre. Donc nous devons redonner quelque chose à la société. Et ça n'a rien à voir avec quel type de film qu'on fait. On peut très bien faire des comédies intelligentes, on peut très bien faire un thriller intelligent. On n'est pas forcément obligé d'abêtir les gens. Je pense qu'on peut faire confiance aussi à la capacité des gens de se confronter à des choses plus compliquées, plus complexes.
Et il n'y a pas, pour moi, de contradiction entre ce que les Américains appellent entertainment et un contenu fort. Donc la question, c'est en effet comment on le fait. Et malheureusement, aujourd'hui, nous sommes dans un monde où l'argent décide de tout. Donc ça devient de plus en plus difficile pour certains auteurs de se libérer un peu de ces pressions qui sont plutôt d'ordre financier ou idéologique, même si elles ne se considèrent pas comme telles, mais qui restent quand même des pressions idéologiques, voire politiques. Et voilà, et il faut avoir la force, le courage de se battre contre ça et d'être le plus proche de ce qu'on est vraiment et de remplir notre rôle critique vis-à-vis de la société. L'idée du projet est venue de l'après I Am Not Your Negro, mon film précédent, qui a eu énormément de succès, qui a voyagé dans le monde. Et je me suis rendu compte que les discussions, d'ailleurs, de manière positive, étaient un peu similaires. C'est que les gens se rendaient compte qu'il y avait un problème de racisme chez eux, que ce soit en Australie, que ce soit au Brésil, que ce soit en Suède, que ce soit en France aussi. En même temps, par exemple pour la France, pour ne pas la citer, je sentais chez certains, parmi les journalistes par exemple, il y avait une espèce de réflexe de dire « Ah oui, les méchants américains, les gros racistes à grosses bottes », et c'était une manière de pousser le problème vers les États-Unis. Et je leur disais « Non, je parle aussi de la France. Je parle aussi de la France, donc il s'agit de voir de quelle manière cela vous interpelle ou pas. » Donc, face à toutes ces réactions, il m'a semblé nécessaire de remonter encore plus loin l'histoire, d'aller chercher à quel moment l'Europe, en tant que puissance mondiale, bascule dans quelque chose qui va plus tard devenir du racisme, du nettoyage ethnique, des génocides, et ça, pas comme des accidents, comme cela pouvait arriver avant, qu'il y a eu des guerres, donc la population qui a perdu devient esclave, mais 100 ans après, ça pourrait être l'inverse. Donc l'histoire du monde était beaucoup plus flexible et moins figée. Mais l'accumulation de fortune qui arrive au plus tard, au moment des croisades, va de plus en plus figer les choses et les pouvoirs, et faire que le monde commence à rentrer dans une autre phase. La découverte de l'Amérique va renforcer cette phase, puisque pour la première fois, on est face à ce qu'on va appeler la théorie de la découverte. Donc ça veut dire qu'on pouvait arriver quelque part, mettre son drapeau et dire, voilà, ça m'appartient. Et s'il y avait des gens avant là, ils ne sont pas là, ils n'existent pas. C'est nous qui créons ce nouveau monde. Et à partir de là, voilà, ces racines, je dirais, du génocide vont se développer jusqu'à nous donner la Shoah plus tard. Donc voilà, il fallait retracer cette histoire humaine dans laquelle l'Europe prend une grande place, l'Europe qui, en même temps, se développe avec le capitalisme. C'est là les premières, je dirais, soubresauts du capitalisme qui va éclater au moment de la révolution industrielle, mais les éléments fondamentaux sont déjà là.